Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Simple, un podcast simple avec des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Laurette. Salut Laurette, Bonjour Sally. comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, écoute. Trop bien. Laurette, aujourd'hui tu es venue nous parler de toi, parler de ton histoire. Quelle est l'histoire que tu vas nous raconter ? Alors je vais vous raconter l'histoire de mon parcours qui a duré 3 ans, un peu plus de 3 ans, un parcours PMA, donc procréation médicalement assistée, que j'ai fait seule. Aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois et donc ça m'a pris donc 3 ans, 3 mois et 3 essais pour arriver enfin à avoir ce bébé qui arrivera du coup au mois d'avril si tout va bien. Mais tout ira bien, on y Mais croit. bien sûr que Il y tout a pas de ira raison. bien, tout ira bien. Alors tu parlais d'une PMA, donc une procréation médicalement assistée. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est qu'une PMA et même aussi pourquoi tu en as fait une ? Bien sûr. Du coup, la PMA, c'est un parcours qui, normalement, historiquement, est réservé aux couples hétéros qui ont des problèmes d'infertilité pour les aider, du coup, à pouvoir avoir des enfants. Parce que des fois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce. Et pour le coup, depuis juillet 2021, mais je raconterai un peu plus en détail moi, mon parcours sur ça, depuis juillet 2021, la PMA s'est ouverte à d'autres personnes, dont les mères, les femmes, célibataires plutôt, et les couples de femmes. Et donc moi, j'ai eu la chance de rentrer dans l'une des deux catégories et de pouvoir me lancer en France, en tout cas, au niveau de la PMA. Au niveau de la PMA, c'est quelque chose qui est très long, encore plus depuis la PMA pour toutes, qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes, mais le don n'est pas aussi conséquent que la demande. Donc du coup, le temps s'est rallongé en France, mais pour le coup, il est gratuit. Donc on va dire c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'en France, toutes les personnes, donc hétéros et les femmes lesbiennes aussi, peuvent faire entre guillemets un bébé toutes seules, c'est-à-dire ? Alors, c'est pas que les femmes, les lesbiennes, hein, il y a aussi toutes les personnes du spectre LGBTQIA+, qui pour le coup sont des femmes, on va dire en tout cas cisgenres, peuvent en tout cas en couple, peuvent avoir un bébé. Toute seule, oui, en tout cas avec l'aide d'un donneur, d'un homme, comme j'appelle, un gentil monsieur, qui a été donné sa petite graine au sécosse, qui est le don du sperme en fait en France. Et c'est comme ça qu'on peut du coup accéder à la procréation finalement. Pourquoi, question simple, mais pourquoi est-ce que tu en as fait une ? Pourquoi est-ce que tu as voulu être maman célibataire ? Parce que le fait que tu sois toute seule, ça engendre quand même beaucoup de choses. Pourquoi on en a fait une ? Quelles sont les questions que tu t'es posées ou peut-être que tu te poses encore ? Quel est ton parcours ? Alors c'est un gros cheminement. Moi, mon désir d'avoir un enfant, il date de mes 21 ans à peu près. T'as quel âge là ? J'ai 33 ans. Ouais, donc ça fait déjà un moment que tu veux être maman. C'est ça. En tout cas, à mes 21 ans, il y a eu ce désir de un jour je vais avoir un enfant. Voilà. Chose que par exemple avant je n'avais pas du tout. Je disais non, j'en veux pas. Voilà. Et à mes 21 ans, ça a émergé. À peu près au moment où j'ai rencontré ma première copine à l'époque. Mais bon, voilà. Le temps passe, j'ai presque pas de relation amoureuse avec des femmes. Parce que je suis lesbienne, donc voilà. Ou alors, pour le peu que j'ai des relations, elles sont très très courtes. Donc du coup, pas assez de temps pour construire quelque chose avec une personne. Et donc, il y a toujours ce projet qui reste en fond de tête, en fond de mémoire. Et puis, arrive 2020, mon grand-père décède. Et ça crée un gros tournant dans ma vie. Et en fait, il décède de décembre 2020. Et janvier 2021, j'ai un regain de vie après son décès. Et je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose pour moi. Il faut que je vive. Et qu'est-ce que je peux faire ? En quoi je peux me réaliser ? Quel désir je peux assouvir ? Qu'est-ce que je peux faire en tout cas il faut que je vive. Et j'ai ce projet bébé qui revient en tête. Et du coup, là, je me dis, ouais, mais j'ai personne. Et puis, alors, tout un cheminement qui se dit, mais
t'es capable de faire plein de choses, en fait, Laurette. T'as un travail, t'as un appartement, t'as des chats, tu voyages, t'as des copains, t'as une famille, en fait, t'as tout. Et t'es capable de plein de choses. Et est-ce que tu serais capable d'élever un enfant toute seule, en fait, Laurette? Et en fait, oui. Il y a ce oui qui arrive, et puis je me dis, ouais, en fait, je suis capable d'avoir un enfant tout seul, et c'est ce que je veux, et je me vois pas sans, en fait. Je m'imagine pas sans avoir un enfant. C'est pas concevable, en fait. Le désir, à ce moment-là, il est vraiment puissant. Mais pour le coup, je peux toujours pas passer l'étape. Parce que je sais qu'en Belgique, faire une PMA, ça coûte près de 3 000 euros. En tout cas, à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais à mon avis, c'est doit être dans ces eaux-là. Et en Espagne, c'est pareil, c'est 5 000 euros. De ce que je sais à l'époque sur une PMA, donc je me dis, mais j'ai pas 3 000 euros, j'ai pas 5 000 euros, et j'ai surtout pas de CDI. Parce que pour moi, pour le coup, le CDI était très important. C'était la dernière barrière avant l'étape bébé. Donc c'est tout. Et la même année, donc en 2021, en juillet 2021, la PMA s'ouvre pour toutes. Alors, pas vraiment pour toutes. J'aime bien signaler que c'est pas une PMA pour toutes vraiment, parce que ok pour les mères, enfin les femmes célibataires, ok pour les couples de femmes, mais alors les hommes trans, eux, non. Et la méthode repas, donc non plus. Alors la méthode repas, c'est quand en fait la mère porteuse, enfin la mère qui porte, sert en fait de portage pour l'enfant. Je sais pas si mes mots sont bons, mais en tout cas, voilà, en gros, c'est l'ovocyte de celle qui ne porte pas qui est introduit dans le corps de celle qui porte. Et du coup, elle devient mère porteuse. Et c'est ça, du coup, qui bloque aussi en France, parce que du coup, qui dit mère porteuse fait penser du coup à la GPA, qui est interdit en France, parce que pour eux, il y a une histoire de... On ne marchande pas le corps humain. Voilà. Après, voilà, moi j'ai des aides, je suis pas d'accord avec ça, parce que on marchande pas. Enfin, si on met des lois et des choses structurantes, pour moi, comme on fait pour la PMA, pour moi, il n'y a pas de marchandage. Donc, bref, la méthode repas, c'est ça, c'est pouvoir avoir un enfant à deux entre femmes. Et donc ça, c'est pas possible en France. Donc c'est pas vraiment une PMA pour toutes, pour moi. Mais j'ai malgré tout la chance de pouvoir faire partie d'un des critères qui est d'être femme seule. Et du coup, je me dis, ok, je peux lancer une PMA en France, ça c'est possible, elle est gratuite. Enfin, en tout cas, elle est prise en charge à 100%. Donc, j'ai pas d'argent à débourser. Il me manque plus que le CDI. Janvier 2022, le CDI arrive. Alléluia. Après 4 ans. Et du coup, là, je me dis, ok, je vais pouvoir lancer la PMA. J'en parle à mon médecin. Il me propose de faire un suivi psy en plus, que j'accepte haut la main. D'ailleurs, je conseille à toute personne en parcours PMA, peu importe si c'est en couple hétéro, en couple de femmes ou femmes célibataires, faites un suivi psy à côté, juste parce que je trouve que pour se développer en tant que parent, c'est important. Se déconstruire. Nous, on a cette chance-là, en tout cas, dans une PMA, d'avoir un truc programmé, de pouvoir anticiper certaines choses. Et sa parentalité aussi, je trouve que c'est intéressant à déconstruire. Et donc, du coup, je me dis, symboliquement, je lancerai ma PMA le mois de mon anniversaire de mes 30 ans. Donc, au mois d'avril 2022. Et du coup, l'histoire commence en avril 2022. Voilà. En tout cas, le parcours PMA débute avril 2022. Comment ça commence? Est-ce que tu vas chez un médecin traitant, chez un endocrinologue, tu vas à l'hôpital? À qui tu t'adresses en fait? C'est qui le premier contact pour processus? Le premier contact, c'est mon médecin, qui est un jeune médecin en qui j'ai entièrement confiance. Je lui parle de ce désir-là. Il me parle tout de suite du centre PMA de Roubaix. Voilà. Et donc, il me donne le numéro d'une de ses consoeurs avec qui il a fait ses études. Enfin, voilà, il me dit va là-bas. Et moi, dans ma tête, comme je ne savais pas trop comment ça se passait, que c'était nouveau, que j'avais entendu des histoires, qu'il y avait des personnes qui étaient refusées, etc., je m'étais dit, ok, j'ai un plan. J'essaye Roubaix, et puis j'irai de plus en plus loin. Si Roubaix, on ne me prend pas, j'irai à Lille.
Et si on ne me prend pas à Lille, tant pis, j'irai en Belgique, je trouverai une solution pour... je ferai une cagnotte, enfin, je sais pas, mais je ferai quelque chose pour avoir ces 3 000 € et le faire. Et finalement, j'appelle et j'ai un premier rendez-vous 15 jours après pour un dossier d'inscription. On te demande quoi pour ce dossier d'inscription ? On ne demande pas grand-chose. En vrai, c'est juste un premier rendez-vous pour... Moi, je pense que c'est un rendez-vous pour voir si on est capable. Si c'est pas un désir comme mon désir la PlayStation qui vient de sortir, ou si c'est un désir qui est réfléchi, pensé, et qui est pas issu d'une lubie, en fait. Et donc, j'y vais. Je m'apprête. C'est très rigolo, mais je m'apprête en pensant que l'apparence va vous jouer dans quelque chose. Et pour l'anecdote, c'est assez rigolo. Quand je rentre dans le bureau de la gynéco, elle me demande si monsieur ne sera pas parmi nous, quoi. Et j'ai un bug en disant... je regarde comment je suis habillée. Je dis, mince, pourtant, je suis neutre en termes de tenue. Je pensais pas passer pour une personne hétéro, quoi. Donc, et je dis, non, il n'y aura jamais de monsieur et il n'y a pas de madame, en fait. Et sur le coup, ça m'a mis un petit coup de pression parce que je me dis, ça y est, les problèmes arrivent. Et en fait, pas du tout. La gynéco est très contente. Ah, super, une PMA pour toutes. Et dans mon histoire, j'ai la chance, c'est que je suis allée à Roubaix. Qu'en fait, ça a fait... que c'est super, que c'est une PMA pour toutes et que surtout, ça a fait des semaines qu'elle et ses collègues expliquent au secrétaire d'arrêter d'envoyer à Lille pour les PMA pour toutes parce que ça bouchonne à Lille et que eux, ça y est, c'est bon, ils sont prêts. 6 mois après, ils sont prêts à accueillir la PMA pour toutes à Roubaix. Et donc, en fait, je pense que j'ai cette chance-là, c'est que je suis pas renvoyée vers le bouchon. Donc, le champ est libre. Alors, je sais, on ne saura jamais, mais je ne sais pas si c'est ça qui a, en tout cas, au début, fait que ça a été très, très vite. Et voilà, et le rendez-vous, voilà, elle pose plein de questions. Pourquoi ? D'où ça vient ? Alors, mais c'est assez bref comme question. Et après, elle pose des questions un peu plus intimes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà relationné avec des garçons ? Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec des garçons ? Est-ce que vous avez des moyens de contraception ? Est-ce que vous avez déjà eu des rapports pénétrants ? Voilà, des questions assez... moi, sur le moment, je ne comprends pas où elle va en venir en me posant ces questions-là. Il y a toujours un côté un peu homophobie sous les fagots qui est là, en se demandant mais pourquoi elle est aussi intrusive dans ces questions-là ? Qu'est-ce que ça peut lui faire de savoir si j'ai couché avec un homme ou pas ? Et en fait, elle explique après que toutes ces questions-là, elles sont importantes parce que ça lui permet de savoir où j'en suis au niveau physiologique. C'est-à-dire qu'en fait, comme je n'ai jamais couché avec un garçon, mais que j'ai déjà eu des rapports pénétrants, et ben du coup, on ne sait pas si je suis fertile, parce que je n'ai jamais été en contact avec du sperme. Et que de ce fait-là, je vais avoir des examens médicaux à faire pour voir si je suis fertile, voir si l'utérus est un bon habitacle, en tout cas si mon utérus est en bonne santé, si mes trompes de Fallope ne sont pas bouchées, si tout est ok, en tout cas si je peux enfanter clairement. Et les examens médicaux, c'est des examens qui sont pénétrants. Donc voilà, ça permet de pouvoir préparer le patient, en tout cas pour moi, de dire, voilà, si jamais j'ai jamais de rapport pénétrant, il va y en avoir, il va falloir se préparer à ça. Donc ça se fait... donc j'appelle c'est ça, en avril 2022. Je fais mes examens courant mai. En fait, c'est par rapport à ton cycle menstruel. Donc j'ai une échographie des réserves ovariennes pour voir si j'ai assez d'ovaires, en fait, assez d'ovules. Pour le coup, moi, je suis blindée. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. J'ai peur d'avoir un SOPK, un syndrome... Ovaro-polycystique. Voilà, tout à fait. Parce que souvent, c'est un des symptômes d'avoir beaucoup de réserves. Pour le coup, j'en ai pas.
Mais par contre, voilà, j'ai matière à enfanter, on va dire. La Donc, tuyauterie bon fonctionne point. bien. Bah, en tout cas, la réserve, le nid à œufs est bien rempli. Donc, du coup, il n'y a pas, comme elle m'expliquait à l'époque, elle dit on est confortable. Ce qui est plutôt une bonne chose, du coup. C'est ça, parce qu'elle explique qu'il y a des personnes qui à mon âge, n'ont pas forcément autant d'ovocytes que moi, en tout cas d'ovules que moi, de réserves ovariennes que moi. Et du coup, des fois, ils sont un peu plus stressés parce que il faut se dépêcher avant qu'il n'y en ait plus. Parce que du coup, la réserve ovarienne, elle descend avec l'âge. C'est ça, en fait, à chaque cycle, on perd un ovule. Si on ovule, une seule fois. Parce qu'on peut avoir 2 ovules en même temps. Enfin voilà, il y a la nature. Enfin, on peut pas le voir nous, mais on va dire à l'œil humain. Mais quand on fait après les procédures d'insémination, on est ultra suivi sur ça et des fois, enfin voilà, moi des fois j'ai ovulé 2 fois. Je pense que c'est dû aux stimulations, mais je pense que ça peut arriver à certaines femmes. Moi j'ai la chance du coup d'avoir une bonne réserve ovarienne. Et après, il y a une hystérosalpingographie. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est l'examen où moi, je conseille à toute femme, PMA ou pas PMA, qui doivent subir, pour moi, c'est subir une hystérosalpingographie. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui peut vous récupérer après. Ou en tout cas, organiser un truc après, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu, qui a été très douloureux. Donc en fait, c'est une radio des trompes. Et donc en fait, voilà, c'est pareil, c'est un radiologue qui insère un spéculum et qui va accrocher au bout du vagin, enfin au niveau du col, une ventouse. Et dedans, il va faire passer un liquide pour pouvoir le faire passer dans les trompes de Fallope, pour voir si elles sont perméables, je crois que c'est ça le terme. En tout cas, pour voir en tout cas si le liquide fait bien tout le tour et que du coup, en fait, quand j'ovulerai, l'ovule fera bien le trajet des ovaires à l'utérus et que l'ovule ne va pas rester bloqué parce que la trompe est bouchée, etc. Ou qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un kyste ou quelque chose qui fait que en fait, jamais l'ovule pourra rencontrer le spermatozoïde en fait. Juste vérifier que le chemin de rencontre est libre et que le futur nid est de bonne augure quoi. Et c'est quelque chose qui a été très douloureux parce que les radiologues ne sont pas forcément formés à faire des hystérosalpingographies. Le monsieur, moi, s'est repris par exemple pas 5 fois. Donc ça a été très douloureux et pour le coup, il n'a pas été maltraitant. Non, pour le coup, il n'a pas été maltraitant. Il a galéré, il a fait au plus vite, il a vraiment essayé de faire le truc au plus vite, au mieux. Donc je ne lui en veux pas à ce monsieur-là. Je l'ai senti contrarié de son matériel. Et je l'ai senti vraiment, on va au plus vite pour que madame puisse être vite sortie de là, quoi. Et après ça, on a une prise de sang qui est faite en même temps que l'échographie. Et tout ça donne un résultat avec, on va dire, des feux verts, orange, rouge. Et moi, j'ai la chance d'avoir tout au vert. C'est-à-dire que j'ai de quoi enfanter dans de bonnes conditions, normalement. Là, du coup, tu dis que tu avais pris le premier rendez-vous avec la gynéco, c'est en avril 2022. À la fin de cet examen, t'es en juin 2022 ? Ouais, à la fin de cet examen-là, je reprends rendez-vous pour parler de mes résultats en juin 2022, effectivement. Donc c'est relativement rapide. Effectivement rapide. En fait, la gynéco m'a expliqué que toute la partie médicale va être extrêmement rapide à faire parce qu'il suffit juste d'attendre un cycle de menstruation pour mettre ça en route, en fait. Et elle m'explique que à ce rendez-vous en avril 2022, que dès que je peux, il faut que j'appelle le sécos. Parce que c'est ça qui sera le plus long, c'est l'attente. Et le don du sperme, le sécos, du coup, la liste s'allonge avec la PMA pour toutes. Donc je sors de mon rendez-vous en avril 2022, j'appelle le sécos. Je crois que j'ai eu rendez-vous le 27 avril 2022. Le 27 avril 2022, le jour même, j'appelle le sécos pour m'inscrire. Donc elle prend nom, prénom. Et elle me dit, voilà, il y a 800 femmes devant vous. 800 femmes. Ouais. Comment tu te sens quand on t'annonce 800 personnes, 800 femmes devant toi ?
je sais ce qui est bien avec mon parcours, c'est que je suis en paix tout le temps, dans tout mon parcours. Tous les inconvénients que je vais rencontrer, je suis en paix avec ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai mon beau-père qui me soutient énormément dans mon parcours et qui me dit alors, quand est-ce que tu vas tomber enceinte? Allez, dépêche-toi, faut que tu y arrives. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte que ça peut blesser ce que tu dis? Moi, ça me blesse pas parce que je sais que ça, c'est pas dépendant de moi. Parce que je suis bien au clair sur mon parcours, je suis bien au clair sur ce que c'est un parcours PMA, ce que ça demande. Et du coup, je le prends pas mal, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où il m'arrive voir des femmes tomber enceintes autour de toi, qui tombent enceintes alors que c'était pas prévu, des choses comme ça. Ça peut être lourd à force parce que toi, tu es là, tu as un désir, tu fais tout bien, et c'est pas ton tour, et ça sera pas ton tour maintenant, en fait. Parce qu'il y a 800 femmes devant toi, donc... Mais j'arrive à vivre en paix avec ça, en tout cas, parce que je vois un psy, qu'on en parle beaucoup, et que je suis consciente aussi dans quoi je m'embarque. Je me suis pas embarquée dans ça comme si je voulais, je sais pas moi, changer tout l'intérieur de chez moi. C'est pas une envie passagère, c'est une envie profonde, c'est viscéral, ce désir d'enfant. Et il est surtout réfléchi, donc je sais dans quoi je m'embarque. Donc quand on m'annonce 800 femmes, je dis pas ouais je sais, mais je suis en mode je sais, ça fait partie du jeu, j'attends. Et donc elle me dit ça, la dame. Elle me dit, il y a 800 femmes devant vous et je vous appellerai fin décembre, début janvier pour prendre rendez-vous avec le docteur biologiste, je crois que c'est ça le terme, je sais pas trop. En tout cas, avec un médecin du sécos avec qui on va faire un peu toute la part administrative pour le sécos. Et donc voilà, à partir de là commence l'attente. Donc en juin 2022, les examens médicaux sont faits, ça c'est fait. Maintenant on attend. Et la PMA, c'est de l'attente. D'ailleurs, quand j'en parle, parce que je suis très fière d'avoir fait une PMA solo, souvent je le précise, c'est très important. Souvent on ne comprend pas pourquoi je fais ça, mais c'est ma fierté, c'est mon histoire, c'est mon combat. C'est un combat pour un désir. Et souvent on me dit t'as bien du courage à faire ça. Et je ne comprends pas, à cette époque-là, pourquoi on parle de courage, parce qu'il n'y a rien de courageux à attendre. Juste, ça fait partie du jeu, et puis c'est tout. Il n'y a rien de courageux à faire tout ça. Et enfin, c'est normal. Enfin, c'est différent, mais c'est normal. Et en fait, on m'appelle en août pour me dire que finalement, j'ai rendez-vous en septembre. C'est-à-dire que par rapport à l'examen, donc on t'appelle 2 mois après? C'est ça. D'accord. Pour un rendez-vous en septembre, alors on m'appelle, ouais, c'est ça. Oui, 2 mois après. Oui, 2 mois après. En me disant, en fait, c'est bon, vous allez pouvoir rencontrer le médecin, du coup, en septembre. Et sur le coup, je comprends pas. Et je dis, mais comment ça se fait qu'on a 4 mois d'avance sur ce qui était prévu? Et en fait, administratif français, c'est-à-dire que l'État a dit oui, PMA pour toutes, mais ils ont donné aucun moyen. Ils n'ont pas dit oui et donné les moyens. Ils ont dit oui et ils ont cherché les moyens après. Et moi, j'ai la chance, encore une fois, à ce moment-là, de tomber au moment où l'État donne enfin les finances aux personnes, aux bonnes personnes. Et que du coup, comme ils ont les finances, ils peuvent embaucher plus de personnes. Et qui dit embaucher plus de personnes, en fait, réouvrir l'entonnoir finalement et pouvoir accueillir plus de personnes. Et moi, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 mois, entre guillemets, d'avance sur ce qu'on m'avait dit, parce que ils embauchent plus de personnes. Et donc, j'ai rendez-vous en septembre là-bas. Le sécos, je vais y aller 2 fois avant qu'on m'appelle pour lancer les procédures d'insémination. J'y vais une première fois, donc en septembre 2022, pour faire 2 papiers. Un papier, donc elle m'explique, c'est en gros, c'est pour faire le Tinder du sécos. C'est pouvoir me faire matcher avec un donneur
D'ailleurs, il y a plein d'a priori sur ça. Souvent, on me dit « Ah, t'as pu choisir ton donneur, t'as pris quoi et du coup, tu peux choisir la couleur des yeux, etc. etc. » Non. En France, on est très strict par rapport à tout ça. Tout simplement, qui ne fait et qui sont très éthiques, en fait, surtout. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Comme il y a très peu de dons, vu que le don n'est pas rémunéré en France, parce qu'un don est un don, ce qui n'est pas le cas en Espagne, par exemple. Donc, en Espagne, il y a plus ce choix qu'on peut faire de choisir son donneur, etc., etc. En France, un don est un don, donc il ne peut pas être rémunéré. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent, il n'y a pas beaucoup de gentils monsieur qui donnent leurs petites graines. Et du coup, on ne peut pas choisir. Et du coup, les donneurs sont choisis selon la personne, en fait. Donc, comme moi, je suis blonde aux yeux clairs, j'aurai un donneur qui sera forcément blond aux yeux clairs. Comme je suis caucasienne, il sera caucasien. Voilà. Mais si par exemple je l'avais fait en couple, par exemple avec toi, et que c'est toi qui malheureusement ne peut pas être, que tu n'es pas fertile. Si je suis stérile, par exemple. Ouais, si tu es stérile, et du coup, on aurait pris un donneur en fonction de tes caractéristiques physiques à toi. Pareil, si, je sais pas, moi, je sortais avec une personne d'origine, je sais pas moi, africaine ou asiatique, ou voilà, et on aurait pris un donneur selon la deuxième personne. Voilà. En gros, ça se passe comme ça. Ça évite que on ait un donneur africain et deux donneurs caucasiens et que derrière moi, j'ai un couple avec un besoin d'un donneur d'origine africaine et moi, je décide de prendre le seul donneur africain parce que j'ai envie d'avoir un métis. En fait, c'est pas éthique, c'est pas OK, quoi. Est-ce qu'il y a aussi le fait que ça permette que tu puisses avoir un enfant qui est plus ou moins tes traits génétiques ? Je pense que c'est aussi voulu. Oui, je pense que c'est ce qui est voulu, en tout cas. Mais c'est vrai que moi qui aime beaucoup les diversités, qui aime bien lutter contre le racisme et tout ça, quand le médecin m'explique en tout cas que c'est pour ces raisons-là, je trouve que c'est éthiquement intelligent de faire les choses comme ça et que ça rend plutôt l'utile à l'agréable d'avoir un enfant vraiment qui nous ressemble plus. Mais bon, moi je trouve que c'est plus important de respecter l'éthique que de dire j'ai un gamin qui va me ressembler. Parce que c'est pas comme ça. Enfin, moi, un enfant, c'est pas une prolongation de moi, c'est pas l'objet de mes fantasmes que je vais réaliser. C'est pas comme ça que moi je vois la conception d'un enfant. Donc qu'il me ressemble ou pas, ça m'est un peu égal tant qu'il est en bonne santé et que je peux le guider dans la vie du mieux que je peux. C'est ce qui compte pour moi, quoi. Et donc voilà, je remplis un papier sur mes caractéristiques physiques pour faire matcher avec un donneur. Et je remplis un autre papier sur mes antécédents familiaux médicaux. Donc pareil, est-ce que j'ai des maladies ? Est-ce que j'ai des maladies génétiques ? Quelles sont les maladies génétiques qu'il y a eu dans la famille ? Ou par exemple, on a pas mal de personnes qui ont du cholestérol dans la famille. Donc voilà, par exemple. Et donc du coup, quand ils vont choisir mon donneur, ils vont pas prendre celui qui a les mêmes antécédents familiaux que moi. C'est-à-dire que s'il y a un donneur qui correspond en tout point avec moi, mais dans ses antécédents médicaux, il y a du cholestérol, le match, il se fait pas, quoi. C'est toute une... quand on va passer aux inséminations et qu'ils vont passer les paillettes, elles vont m'expliquer, parce que j'ai posé beaucoup de questions, j'ai toujours été très curieuse dans mon parcours. En fait, elles ont une petite fiche avec tous ces deux papiers-là réunis dans un petit papier A6, et elles vont dans leur petit endroit où il y a toutes les cuves, etc. Et en fait, elles choisissent ce donneur comme ça. En fait, elles prennent mes caractéristiques, elles vont chercher le bon match par rapport à ça. Elles vont regarder les antécédents familiaux. Si il y en a un qui n'a pas de cholestérol, ça sera plus lui. Et après, le troisième point, ils vont vérifier combien de dons il a fait. Pour quelle raison ? Je pense que c'est pour éviter que ce truc de, tu sais, on a beaucoup entendu parler de ça sur Netflix, je crois que c'est sur Netflix ou sur Disney+. Un gars qui avait fait énormément de dons de sperme, du coup il y a eu beaucoup d'enfants. C'est ça, pour éviter qu'il y ait des demi-frères et des demi-sœurs qui se rencontrent.
Enfin, je pense qu'il y a une histoire de statistique à respecter, qu'un donneur ne peut pas donner autant de dons. Je crois que pas plus, je crois que c'est entre 0 et 10, et s'ils arrivent à, je sais plus le nombre, mais en tout cas, à partir d'un moment, ben, ce donneur-là, il reste un peu à l'écart. Ils vont prendre un don plus tard, en fait. Enfin, tout est réfléchi, c'est un tableau à triple entrée, en fait, quand ils choisissent ton donneur. Donc voilà, en septembre 2022, je remplis ces 2 documents et je dois aller chez le notaire. Pour quelle raison? Tu vends pas ta maison? Non, je ne vends pas ma maison et en fait, je dois faire ce qu'on appelle un acte de consentement. Alors moi, c'est un truc qui était un peu lunaire pour moi parce que je vais chez un notaire pour certifier que le futur enfant que j'aurai par don est bien mon enfant. Donc j'ai un papier qui dit que l'enfant que j'aurai est à moi. Mais je n'ai pas encore l'enfant. Donc c'était assez, pour moi, assez lunaire de dire que j'ai ce papier-là, mais qui m'atteste que l'enfant est à moi, mais que je ne l'ai pas déjà. Et surtout encore en attente, donc toujours Ouais. aucun visu sur, Non, c'est ça. sur les paillettes, etc. C'est quoi. ça. Et, en fait, on m'explique que c'est pour me protéger. Pour me protéger, moi et mon donneur. C'est-à-dire que ce papier-là me permet que si jamais le donneur, je ne sais comment, me retrouve et me dit « mais c'est mon enfant, je suis son père », enfin on s'entend, je suis son géniteur, j'ai le droit de le voir, j'ai le droit, tu me dois de l'argent, etc., etc. Moi, j'ai ce papier-là en mode bah non, légalement, tu n'es pas parent de l'enfant. Et moi, ça me permet, enfin, ce papier-là permet de protéger le donneur aussi, et que je ne sais comment je retrouverai ce donneur et que je lui demanderai des sous en disant t'es le géniteur, j'élève tout seul, tu me dois une pension. Ouais, donc en fait, c'est vraiment un papier qui permet de te protéger toi, mais aussi le donneur. Et voilà, moi et le donneur, c'est une protection. Moi, je vais faire en plus un testament. Je vais rajouter un testament parce qu'en fait, mon cheminement va vraiment très loin dans mon parcours PMA. Avec mes rendez-vous psy, on parle de beaucoup de choses. Et moi, je me rends compte qu'en fait, je vais être le seul parent de cet enfant-là et que il y a la vie et il y a la mort. Et qu'on peut mourir très très vite, soudainement, ou de façon longue, mais qui se finit forcément par la mort. Et je me dis, mais moi, cet enfant, si je meurs, il n'a plus de parents. C'est-à-dire qu'il est orphelin, direct. Et du coup, je me renseigne de, si je décède, mon enfant est, entre guillemets, récupéré par qui? Et en fait, légalement, il est récupéré par mes parents. Chose que je ne veux pas, parce que mes parents, ils ont fait leur vie. Ils sont pas là pour éduquer mon enfant. Enfin, ils ont fait leur taf avec moi, avec mon frère, avec ma sœur. Ils sont pas là pour éduquer un enfant, surtout à leur âge. En plus, si je décède tôt, qu'est-ce qu'ils vont faire à 60 balais, 70 balais à élever un enfant de 3 ans? Enfin, c'est pas leur taf. Donc, je veux pas leur imposer ça. Et du coup, normalement, si c'est pas mes ascendants, c'est mes frères et sœurs. Et je le souhaite pas. Je le souhaite pas parce que on partage pas les mêmes valeurs. Et moi, mes valeurs sont le gros fil conducteur de ma vie. Et du coup, je réfléchis autour de moi de qui pourrait être, qui est la personne la plus proche de mes valeurs et dont je serais mon enfant, entre guillemets, en sécurité, en tout cas dans quel est, comment... Avec qui pour toi l'enfant serait le plus à l'aise et le plus heureux dans tes proches? plus à l'aise et plus heureux, et surtout élevé dans les valeurs que moi j'aimerais lui inculquer en tant que guide de vie, parce que c'est comme ça que je vois la parentalité. Et en fait, c'est le parrain, donc mon meilleur ami, qui clairement partage la même vision des choses, la même vision de l'humanité surtout. Et je me dis, j'aimerais bien que ce soit lui, donc je lui en parle. Je lui en parle des mois à l'avance. En disant, je veux que tu réfléchisses parce qu'en fait, si je décède, tu deviens parent. En fait, moi, je veux que tu deviennes son parent et c'est pas n'importe quoi, ça a vie. Enfin, c'est. Et il me dit non, mais j'ai pas besoin de réfléchir des mois. Ma réponse, c'est oui, il n'y a aucun problème. Et effectivement, quand je vais faire le testament, quelques mois après, je lui redemande, il me dit non, mais je changerai jamais d'avis, en fait, Laurette. Et donc, du coup, c'est mon meilleur ami, qui est le futur parrain de mon enfant, qui sera tuteur légal de l'enfant si je décède. Voilà.
Et je sais que j'ai pris la bonne décision parce que j'ai pleuré. Et la médecin du Sécos me dit, vous allez revenir dans quelques mois pour un rendez-vous psychologue. En plus du suivi que tu avais déjà, ou c'était la même ou le même? Non, c'était dans le circuit PMA, dans le parcours PMA. Dans le parcours PMA, tu as un suivi, psy à faire, obligatoire. Et donc, du coup, rebelote de l'attente, parce qu'on me dit que ça ne sera pas pour tout de suite, début d'année 2023. Donc, voilà. Autour de moi, du coup, j'en parle. J'ai des copines qui font des PMA, des copines en couple, de femmes, qui font, eux, par contre, des parcours en Belgique, parce que soit elles sont belges, soit... Elles ont l'argent? Elles ont l'argent, surtout, parce qu'elles sont deux, et parce qu'en Belgique, c'est beaucoup plus long. En Belgique, en moins d'1 an, tu tombes enceinte. Beaucoup plus rapide, tu veux dire? Ouais, beaucoup plus rapide. J'ai dit beaucoup plus long? Ouais. Ok, beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a plus de moyens, vu que c'est payant. Donc ça va plus vite, et du coup, en moins d'1 an, tu peux tomber enceinte. Alors que là, toi, par rapport à ton histoire, donc c'est en avril 2022, et on te donne rendez-vous psycho, donc début d'année 2023. Ouais, on me dit que ça sera dans le courant du premier trimestre de 2023. Ouais, donc t'as déjà presque 2 ans dans les pattes, quoi. C'est déjà 1 an. 1 an, ouais. À peu près 1 an dans les pattes. Ouais, je sais pas compter, effectivement. Donc t'as déjà 1 an dans les pattes, quoi. C'est ça. Donc, mais moi, pour le coup, à aucun des rendez-vous, j'ai déboursé 1 centime, à part pour le notaire. Ça coûtait combien, ça? Moi, je crois que j'ai payé à l'époque, je me demande, j'ai pas payé 300 €, mais parce que je pense qu'il y a l'acte de consentement plus le testament. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment une accumulation qui fait que tu as dû débourser un petit peu, ce qui n'est pas encore excessif. Non, et puis surtout, je pense que c'est parce que moi, j'ai voulu faire un testament en plus, c'est mon bonus, mais à part l'acte de consentement qui est une valeur juridique et qui est payante pour le coup, c'est la seule chose que j'ai déboursée, quoi. Et ça va, enfin, quand je vois ce qu'ont payé les copines en Belgique, c'est pas grave. C'est pas comparable, ouais. C'est pas comparable, quoi, voilà. Et donc, du coup, je me retrouve à attendre et du coup en parler à des copines qui me disent mais le rendez-vous psy, c'est vraiment n'importe quoi, c'est un interrogatoire, on te pose des questions, on vient chercher dans ton enfance, on vient te poser des questions, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et moi, je trouve ça mais d'une injustice sans nom. Je me dis, mais en fait, moi, je suis là, je travaille, enfin, j'essaie de faire mon travail comme je peux, je paye mon loyer, je mange sainement, je respecte les limites de vitesse sur la route, enfin, j'essaie de vivre la plus honnêtement possible et de faire les choses bien dans la vie. Et on vient me demander pourquoi je veux un gamin, alors qu'il y a des personnes, elles tombent enceintes. Enfin, il y a des femmes qui tombent enceintes alors qu'elles n'ont pas demandé, qu'elles n'ont pas forcément de désir d'enfant, dans des conditions très précaires, etc., etc. Et moi, je suis là, donc en fait, il y a des personnes qui font ça, mais on leur fait pas de rendez-vous psy. Mais par contre, moi, qui essaye de vivre de façon la plus honnête possible, en tout cas, on te remet un peu en question. On me remet en question. Je trouve pas ça juste. Je trouve pas ça normal qu'on vienne me questionner moi alors que on le fait pas pour d'autres, quoi. Qu'on me questionne moi et qu'on le fait pas à d'autres personnes. Et donc du coup, moi je me gangrène dans cette pensée-là. J'en parle à mon psy. Ça m'angoisse. J'ai besoin de me préparer. Je me dis mais moi, enfin. J'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur que, comme je suis seule, qu'on me dise non, j'ai peur de trop parler, j'ai peur de trop dire ci, de trop dire ça, et qu'on me dise ouais, non, finalement, c'est pas possible. Et en fait, on m'appelle le jour de mon anniversaire, le 18 avril, pour me dire que j'ai un rendez-vous psy le 3 mai. Et vraiment, donc j'ai commencé le 27 avril 2022, et le 3 mai 2023, j'ai mon rendez-vous psy. Et c'est le rendez-vous psy, ça clôt le parcours. En tout cas, toute la première partie, le tome 1, entre guillemets, du parcours PMA, parce qu'après le rendez-vous psy, il y a le tome 2, et le tome 2, c'est l'insémination, ou la FIV, selon ta situation. FIV, c'est quand... on en rediscutera. Mais parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais en tout cas, le rendez-vous psy clôt le tome 1 du parcours PMA.
Et donc, j'ai ce rendez-vous qui arrive, je prépare mon rendez-vous avec mon psy, où je me dis, on va me poser ça comme question. Et mon psy me dit, super, on a listé les questions auxquelles vous avez pensé. Maintenant, ça serait quoi vos réponses? Juste pour vous conforter dans votre pensée. Et en fait, pas du tout. Et je trouve que c'est très important. Enfin, moi, je trouve que c'est très important de parler de mon vécu pré-rendez-vous psy. Parce que pareil, en fait, on m'a... On t'a mis dans la tête que ça allait être C'est un ça. peu tout un test par rapport à toi. C'est ça. Et donc, du coup, je m'étais gangrénée dans ça. Et en fait, finalement, non. En fait, le rendez-vous psy en PMA, en France, il est fait comme un accompagnement. C'est-à-dire, littéralement, c'est un accompagnement. Ils ne sont pas là pour juger. D'ailleurs, à la fin de mon rendez-vous, j'en parle avec la psychologue en disant, en fait, moi, je m'attendais à un interrogatoire. Je vais être honnête, je m'attendais à un interrogatoire et je ne l'ai pas du tout vécu comme ça et ça fait plaisir. Elle m'a dit, oui, mais vous n'êtes pas la première personne à nous le dire. Et, mais elle dit, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on voit ça comme un accompagnement. C'est pour ça qu'on est mis à la fin. En fait, on est là pour vous proposer de l'aide en cas de besoin. D'où le but d'être psychologue pour moi. Et elle nous explique, en tout cas, elle m'explique que voilà, si j'ai besoin de la revoir, je peux la revoir. Si j'ai besoin de discuter du parcours, de choses, je peux prendre rendez-vous sans problème, que c'est gratuit et qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, je dis, mais c'est super, mais c'est vrai que c'est pas vendu de cette façon-là. Et parce que je lui dis, mais moi, je pensais que c'était que vous alliez donner un point final sur est-ce que madame peut ou madame ne peut pas élever un enfant. Et elle m'a dit, ah non, mais pas du tout. Elle dit, c'est pas à moi de juger ça. La seule personne qui peut juger de ça, c'est la gynéco au premier rendez-vous quand vous lancez votre parcours PMA. En fait, elle dit, et j'en ai reparlé du coup après avec la gynéco de ce moment-là, elle m'a dit oui, mais elle dit, c'est vrai que ça, on est la première barrière en fait à fermer si elle dit, vous auriez eu 19 ans et vous m'auriez dit, j'ai pas de travail, j'ai envie d'avoir un enfant. Enfin voilà, je remplis des conditions vraiment Favorable. défavorables. Elle l'aurait coupé, elle me dit, vous avez 30 ans, vous êtes éducatrice spécialisée. En CDI. En CDI, elle dit, ouais, vous avez un discours cohérent, vous avez l'air bien... vous avez la tête sur les épaules. Elle dit, moi, je voyais pas de problème pour ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, je pensais que c'était la psy, parce que les idées reçues font qu'on dit que la psy, et encore aujourd'hui, quand je rappelle, on me dit, mais du coup, le rendez-vous psy, il vous donne en gros un laisser-passer. En fait, pas du tout. Ils sont là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la psychologue du SECOS qui me suit. Parce que quand j'ai lancé les inséminations, ça a été compliqué à un moment donné et j'ai eu besoin de la voir. Et là, elle continue à me suivre sur le reste de ma grossesse. Je pense que ça continuera un peu sur le début avec le postpartum, etc. Et après, je pense que je m'envolerai toute seule. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et surtout qu'au SECOS à Lille, pour le coup, la psychologue m'expliquait qu'ils étaient en train de développer à mort c'est bon à savoir pour les femmes qui veulent devenir mères. Ils sont en train de développer à fond l'accompagnement des mères célibataires. Okay. Des mamans solo en parcours. Donc, je trouve ça chouette. Parce que on n'est pas à deux à concevoir cet enfant. On est toute seule, on a un cerveau. On n'a personne d'autre qui peut nous aider à compenser. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ça qui est mis en place. Mais on le sait pas. Donc, on le sait que quand on le vit. Et je trouve ça dommage parce que si j'avais pu le savoir en amont, je me serais pas fait un monde de stress sur ce rendez-vous, quoi. Donc voilà, on arrive en 2023, donc un an après, le tome 1 se finit. Et là commence l'attente interminable parce qu'en plus, on n'a pas de délai. On ne peut pas nous donner de délai à part que ça arrivera à un moment. À un moment,
On m'avait donné une fourchette qui était énorme, qui était entre septembre 2023 et septembre 2024. Voilà. On dit on vous appellera peut-être à un moment durant cette année. C'est ça. C'est ce qui s'est passé ? Ouais, c'est ça. Enfin, pas en 2023 du coup, donc 2023 se passe. Mais je le sais. Et en fait, on va m'appeler en juillet 2024. Et c'est là où tout le tome 2, moi, s'ouvre. C'est que le Sécos m'appelle en disant « C'est à votre tour. Ça y est, vous êtes la 808e personne. C'est à vous. Le ticket, ça y est, c'est votre ticket. » Et voilà. Et donc, il nous explique que il faut que je retourne à la PMA de Roubaix pour leur dire que ça va être à mon tour. Non, attends, je me trompe. Donc ça y est, c'est à mon tour. Et donc là, le Sécos m'explique au téléphone que voilà, je vais avoir rendez-vous avec eux début août. Que de là, ils vont m'expliquer le tome 2. Ça y est, la deuxième partie, comment ça se passe, comment se passe la suite, quoi, vraiment le pratico-pratique de... Parce qu'on était surtout sur une théorie au tome 1 de, voilà, vous, comme vous êtes, tout est ouvert, que tout va bien, vous, on va partir sur une insémination. L'insémination, ça se passe comme ça, vous allez vous stimuler avec un stylo, des hormones, et puis à un moment donné, quand le follicule sera assez mature, on vous inséminera, et puis on fera un test de grossesse 15 jours après, et patati et patata. Donc on a surtout la théorie au tome 1, et là au tome 2, quand on nous appelle, on dit ok, la pratique commence, parce que en septembre, c'est pour vous. Et donc, voilà, juillet 2024, on m'appelle, on dit rendez-vous août 2024 pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc je vais au Sécos en août 2024. Ils m'expliquent. Ils me disent il faut retourner à l'hôpital, enfin au service PMA de Roubaix, parce qu'il va falloir refaire des examens. D'une part, parce que vos examens datent d'il y a 2 ans et demi, et que du coup, comme ça date d'il y a 2 ans et demi, c'est un peu trop loin pour le laboratoire. Donc il va falloir refaire des examens. Et d'une autre part, il y a plein de papiers à faire. Et c'est le centre PMA qui va vous en occuper. Donc, je prends rendez-vous en septembre 2024. Et effectivement, là, donc on est tranquille pendant 2 ans et demi. Et là, d'un seul coup, on nous donne 8 à 9 papiers. En disant, alors ça, c'est quand on va lancer l'insémination, c'est le truc à papier à donner au laboratoire. Ça, c'est le papier à remplir pour ci. Ça, c'est le papier à remplir pour ça. Et moi, je sors de ce rendez-vous, je pleure d'angoisse parce que j'ai rien pendant 2 ans et demi. Et là, on me donne les papiers en disant il faut les remplir au plus vite si vous voulez lancer tout de suite. Et vous avez des examens à faire en plus. Et donc, il y a plein de papiers à remplir, etc. etc. Et octobre 2024, je refais mes examens. Donc, c'est juste prise de sang et échographie. Je vais pas refaire l'hystérosympalgographie, grand merci. Et j'ai rendez-vous en octobre au laboratoire. Et donc du coup, j'ai rendez-vous là-bas et il m'explique vraiment en pratique les choses en disant voilà, le jour où vous lancez une insémination et que votre gynéco vous dit c'est bon, on lance, et que du coup souvent c'est fait 2 jours après. Imaginons le lundi, elle me dit mais j'expliquerai après vraiment en détail le processus d'une insémination. Parce que c'est là, quand on nous a parlé de courage, et je ne comprenais pas quand on me disait mon courage, il est là le courage. Il est vraiment là. Et donc, voilà, le laboratoire nous explique que voilà, le jour où la gynéco, par exemple, un lundi, nous dise ok, on insémine, je serai inséminée par exemple 2 jours après. Donc, forcément, le mercredi. Donc, le mercredi, elle m'explique qu'il faudrait que j'aille chercher une bonbonne d'azote. Et que je vais devoir prendre cette bonbonne et faire le trajet entre le laboratoire, le Sécos, qui va installer du coup les paillettes dedans. Je me permets de te couper. Ouais. Depuis tout à l'heure, on dit des paillettes.
pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est des paillettes, on ne parle pas de paillettes qui brillent arc-en-ciel. Les paillettes, c'est... Ah bah si, hein. Le monde est dans paillettes. Les paillettes, en fait, c'est... Comment tu pourrais décrire ça? C'est les gamètes, c'est Ouais, en fait, c'est les gamètes, c'est vraiment l'ADN, le sperme. c'est le sperme, en fait. C'est des paillettes. Alors, moi, je vois ça comme des pailles. Alors, je sais pas si ça ressemble à des pailles, mais en tout cas, ils appellent ça des paillettes. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée justement des paillettes arc-en-ciel. C'est très mignon. J'aime bien l'image. Souvent, moi, je vois dans mon image comme des pailles fermées, des deux bouts, là, comme un peu les... Les chromosomes. Non, moi, je vois vraiment des pailles, tu sais, comme les glaces, là, à l'eau. Les Mr Freeze. Ouais, Mr. Freeze. Moi, je vois des mini Mr. Freeze, en fait. Ok. Moi, je les vois comme ça. Et en fait, je sais pas à quoi ça ressemble parce que c'est le sécos qui prend la bonbonne et il rentre dans une pièce et on n'a pas accès à cette pièce-là. Donc, il redonne la bonbonne. On retourne au laboratoire et ils vont préparer le sperme. Et je vais récupérer le sperme dans une petite boîte cylindrique qui fait quoi? Elle est même pas 20 cm de haut. Et je vais partir avec cette petite boîte cylindrique. Je vais partir à Roubaix pour l'insémination. Et dans cette petite boîte, il y a une fiole. Et dans cette fiole, il y a le sperme qui a été préparé. Voilà. Donc, pareil, moi, je ne vois pas comment c'est à l'intérieur parce que je vais jamais l'ouvrir. Enfin, je sais juste que c'est une fiole parce que je vais voir la gynéco sortir la fiole, etc. Enfin, je ne vais pas la voir, mais je vais voir le début de la fiole en tout cas. Mais je vais jamais voir en fait comment c'est à l'intérieur, etc. Voilà, donc elle m'explique voilà, le chemin que je vais devoir faire quand ça sera l'heure en fait. Donc ça, c'est au mois d'octobre 2024. Et voilà, donc du coup, tous les papiers sont remplis, tous les papiers sont envoyés à tout le monde. J'ai eu le dernier rendez-vous qui est le laboratoire. Maintenant, j'ai aussi eu des ordonnances dans les papiers que j'ai dû faire pour récupérer le stylo et les hormones pour me piquer. Et donc, une fois que j'ai fait mon rendez-vous labo, et ben, c'est un peu c'est à toi de décider en fait. Est-ce que j'y vais maintenant? J'y vais pas. Et moi, j'ai plus le temps. Ça va faire plus de 2 ans et demi que j'attends ce moment-là. Donc je dis, ben, ok, tout est fait. Novembre, c'est parti. Le mois d'après, c'est parti. Donc j'attends mes prochaines règles. Et donc du coup, j'ai un stylo. La gynéco m'a préalablement expliqué à quelle dose je dois me piquer. Un stylo, c'est comme pour les personnes qui sont diabétiques? Ouais, c'est ça. En gros, c'est un stylo. J'appelle ça un stylo parce que vraiment, c'est le cas. C'est une aiguille qu'on doit changer tous les jours. Et dedans, en fait, là où on met l'encre, normalement, il y a les hormones. Et c'est un stylo, en fait, où il faut tourner et on doit le mettre sur un chiffre spécial, enfin, le chiffre donné par le médecin. Moi, c'était 50 au début. Donc, en fait, on doit le tourner, désinfecter. En fait, moi, je piquais dans mon ventre, désinfecter la zone, pincer la peau. Et en fait, je mettais le stylo, en fait, sur la zone. Donc l'aiguille, en fait, elle est pas pointue hors du stylo. Elle est à l'intérieur. Et en fait, on doit appuyer sur un bouton qui fait... qui envoie, en fait, un coup d'aiguille, en fait, dans ta peau. Et c'est comme ça que le liquide hormonal, en fait, arrive dans ton corps. Je sais pas si tout le monde visualise, du coup, ce que je dis. Mais on peut trouver sur YouTube des choses comme ça. De toute façon, il y a des tutos... comment bien le faire, en fait. On a un petit livret où ils expliquent, mais... moi, je me souviens que j'étais stressée les 2 premiers jours parce que je voulais être sûre de bien faire. Tu dois le faire tous les jours? Tous les jours, après 17h, à la même heure idéalement. Voilà. Et dans le ventre, une fois à gauche, une fois à droite, parce que après tu risques d'avoir des bleus, ce que j'ai fini par avoir, mais pas la première fois. Et donc voilà, donc en fait, on a ce stylo d'hormones à faire. Donc voilà, le cycle commence, premier jour des règles. Je dois appeler la PMA. C'est tout un protocole en fait qui va défiler. C'est très intense. C'est là où je dis que le courage il est vraiment important parce que le courage il est là. Surtout comme moi, ça n'a pas fonctionné tout de suite. J'ai eu 5 tentatives de processus et 3 essais sur les 5. Donc j'ai dû faire ça 5 fois. Et le courage il est là, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que la première fois c'est trop chouette.
de faire ça, parce qu'on découvre et c'est trop bien. Parce que pour une fois, on est actrice de ce parcours-là. Même, je pense que même pour des personnes qui ont fait des parcours PMA qui ne sont pas solo, je pense qu'ils ont dû sûrement ressentir la même chose. Pour le coup, là, c'est moi qui suis acteur ou actrice dans mon parcours PMA. C'est à mon tour. C'est à moi de mettre... c'est moi qui mets les choses en place, c'est pas les médecins, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est moi. Et donc la première fois, c'est trop chouette. La deuxième fois, c'est chouette de le faire. La troisième fois, c'est ouais, voilà. Et la quatrième fois, Tu te remets un peu en question? je me suis remis en question. De toute façon, j'ai fait une pause. La fois où ça a fonctionné en juillet 2025, et j'ai commencé en novembre 2024. Et du coup, donc comme j'ai eu 5 tentatives, j'ai eu 5 mois, et entre novembre et juillet, il n'y a pas 5 mois. J'ai fait une grosse pause entre deux, qui m'a été bénéfique, je pense. Et donc du coup, novembre, je lance les piqûres. Je préciserai pas aux fois d'après, je vais être beaucoup plus synthétique sur les autres fois. La première fois, elle est importante parce que je trouve qu'il y a plein d'informations importantes à savoir que je n'avais pas et qui pourraient être utiles à d'autres personnes. C'est que du coup, premier jour des règles, j'appelle la PMA pour dire c'est bon, j'ai mes règles. Eux, ils doivent me donner un rendez-vous entre le 9e et le 10e jour de mon cycle. Alors moi, chaque fois, le 9e et le 10e jour tombait un samedi ou un dimanche. Donc du coup, soit c'était au 8e jour, soit c'était au 11e jour. Et donc, on a un rendez-vous. Pour ce rendez-vous-là, au matin, avant 8h, on doit faire une prise de sang hormonale. Et on a un rendez-vous échographique en fin de matinée, le même jour. Et donc, entre le premier jour de le premier jour de tes règles, en fait, le deuxième jour, tu commences les piqûres. Et à partir de là, du J2, du cycle, jusqu'à ton rendez-vous échographique, tous les soirs, à quasiment la même heure, tu dois faire ta piqûre. Comme moi, là, du coup, au début, c'était 50 à 50. Donc, je faisais 50 d'unités tous les jours, vers 19h. Moi, souvent, c'était mon heure. 19h dans le ventre. Touc, hop, et jusqu'à mon rendez-vous échographique. Le matin, je faisais ma prise de sang. J'allais à mon écho, donc je partais du travail. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une chef de service. Je ne sais pas si un jour elle tombera sur ce podcast, mais au niveau de mon travail, j'ai eu une directrice incroyable qui m'a toujours soutenue dans mon parcours, et aussi une chef de service, Chloé, qui a été très complice dans mon parcours et qui m'a demandé, en gros, qui m'a posé beaucoup de questions, mais pour pouvoir bien m'accompagner dans mon parcours, on va dire un peu professionnel en tout cas. Elle a été très très empathique envers moi, et elle m'a permise de pouvoir faire sereinement, en tout cas avec mes rendez-vous. J'avais pas besoin de me dire oh, mince, ma chef de service, elle va pas être contente ou quoi. Elle savait, je savais, et du coup moi je sais que ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma santé mentale, qu'elle ait eu ce soutien envers moi. Donc je préfère le préciser parce que c'est pas tout le monde qui pourrait avoir des cadres ou quoi empathiques et soutenant. Et soutenant comme ça, à ce point-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vu que ça n'a pas marché tout de suite, donc il y a vraiment eu ce truc de... Ça a duré 5 mois, donc pendant 5 mois, j'ai dû partir tous les 2 jours, quitter le travail, etc., sans problème, quoi. Et donc, du coup, je vais à ce rendez-vous échographique. J'ai une échographie, du coup, vaginale. Et elle vérifie, en fait, si j'ai un follicule. Donc, en fait, c'est l'ovaire qui pousse. Et donc, en fait, clairement, c'est un trou noir. Et il mesure le plus gros trou noir à droite et à gauche. Et tant qu'il n'y en a qu'un, plus gros que l'autre, on continue. C'est-à-dire qu'elles me disent, c'est pas pour maintenant, on continue. Donc, je continue mes piqûres le soir. Et j'ai rendez-vous souvent 48 ou 72 heures après, selon la taille de l'ovule, du follicule. Et là, pour le coup, moi, je fais ça 48 heures, j'y retourne. Et le problème, c'est que j'ai deux follicules d'à peu près la même taille, trop gros. C'est-à-dire que tant qu'ils sont en dessous de 10 en termes de taille,
10 mm, je crois que ça doit être, enfin, je ne sais pas en combien c'est compté, mais en tout cas en tout de 10. Même s'il y en a un 8, un 9, c'est pas grave. On continue. Mais je pense que dès que ça dépasse, pour moi, 12, 13, 14, 15, là, si on a trop, si on a un de chaque côté et ils sont vraiment à chaque fois à un ou deux de différence, ils stoppent. En tout cas, dans une PMA solo, ils peuvent pas stopper. Également, ils peuvent pas stopper. Ils vont juste te persuader que c'est pas la bonne idée de faire une insémination sur deux follicules. Pour quelle raison? C'est quoi le risque? Le risque, c'est la grossesse gémellaire. Le fait d'avoir des jumeaux. En fait, la PMA, enfin, pas la PMA, l'insémination augmente les chances de fertilité. Un couple hétéro qui veulent un enfant, ils ont une chance sur 6 pour que ça fonctionne tout de suite. En insémination, en parcours PMA, en tout cas pour l'insémination, il y a une chance sur 4. Donc ça réduit et ça augmente les chances. Parce que forcément, le sperme qui est injecté dans la femme, le sperme du sécos, c'est un sperme, moi, ce que j'appelle de qualité. C'est-à-dire que c'est pas tout venant qui fait un don. C'est-à-dire que demain, tu veux aller faire un don, tu as tes papiers à remplir, tu as un psy à voir aussi. Et tu fais un don. Enfin, à mon avis, je présume que ça se passe comme ça, mais tu donnes un échantillon. Et ils font comme moi j'ai fait au début. À mon avis, ils font ta carte d'identité et tes antécédents familiaux. Et si par exemple tu as une maladie génétique familiale, des choses comme ça, hop, c'est nexté, quoi. Et si tu passes cette étape-là, que tu n'as pas à ta connaissance de problèmes médicaux, à mon avis, tu dois donner un échantillon, je pense, qui est analysé. Et si ton sperme est OK, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de maladie, enfin, ils ne trouvent pas de maladie grave ou je ne sais quoi, parce que tu peux être porteur sain finalement de quelque chose, hein, et je pense que tu peux passer cette étape-là et tu peux donner ton sperme. Et je sais que le sperme est pour le coup nettoyé. C'est pour ça que je dis que c'est un sperme de qualité. On a le must du must, en fait, finalement. On n'a pas les petits spermatozoïdes qui boitent, quoi. Après toute cette attente, c'est quand même plutôt chouette. Ah oui, c'est chouette. Enfin, c'est en même temps, heureusement qu'on se retrouve pas avec des spermatozoïdes éclopés, quoi. Heureusement. Mais du coup, comme on a le haut du panier, il y a forcément plus de chances, entre guillemets, parce que la nature reste la nature. Si elle veut pas, elle veut pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que la grossesse gémellaire, elle est beaucoup plus fréquente sur des PMA. Parce que forcément, tout est optimisé pour que ça fonctionne. Donc, déjà, avec un ovule, tu peux avoir un risque de grossesse gémellaire. Mais alors, avec deux ovules, le risque, il est, on passe de 2 enfants de 1 minimum à 4. 4 enfants d'un coup. Voilà, après, c'est des statistiques et je pense que ça reste rare, mais c'est des choses, des éventualités qui peuvent être possibles. Et donc, faire une insémination avec 2 follicules, c'est possible pour un couple. Je pense que souvent, ils ne doivent pas trop comment dire, pas l'interdire, mais te dissuader. Ouais. Autant moi, c'était le cas, du coup, pour le coup, à la 2e échographie au mois de novembre, on me dit, il y en a 2, ils sont trop proches. Je serais vous, je n'irai pas jusqu'à l'insémination. Et donc, du coup, en tout cas, Roubaix, moi, je conseille Roubaix à mort parce que j'ai toujours été très, très, très bien accompagnée. Et même là, à ce premier rendez-vous, moi, je pleure de frustration parce que je me dis, mince, ça va faire 2 ans et demi que j'attends, que je fais tout bien, etc. Je lance, ça fonctionne pas, quoi. Et tout de suite, elle me demande si je suis suivie psychologiquement, etc. Et j'explique que oui, que là, c'est juste la frustration qui parle et que ça va aller, quoi. Et donc, novembre, on arrête. On va pas jusqu'à l'insémination. Je relance en décembre. C'est-à-dire que, du coup, 15 jours après, forcément, parce que du coup, t'as pas un mois à attendre vu que t'es déjà à J12 de ton cycle, donc J15, J12 de ton cycle, donc t'as quasiment que 15 jours à attendre. Je relance en décembre. Et je relance, la gynéco, du coup, m'a fait réduire la dose
en fait, parce que 50, c'était trop pour moi. J'ai trop bien réagi, en fait, à la stimulation. Donc, elle me baisse à 37,5. Et d'ailleurs, je saurai tout mon parcours à 37,5. Et en décembre, je n'ai qu'un follicule. Voilà, on refait l'étape. J'ai mes règles, j'appelle la PMA, j'ai rendez-vous, j'ai entre J9 et J10. Je fais les échographies. Il y en a qu'un qui émerge, qui est la tête du potelon. J'en ai qu'un qui est en tête du peloton des follicules. Et donc, du coup, je vais jusqu'à l'insémination. Et je fais une prise de sang pour voir si je suis enceinte. En janvier, donc 15 jours après, parce que j'étais inséminée le 23 décembre. Donc, 15 jours après, janvier, je fais une prise de sang pour voir si je suis enceinte. Et pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était passée par une PMA, qui m'avait dit, écoute, ne te mets pas en tête que ça va fonctionner. Il y a que 20 à 30% de chances que ça fonctionne. Et de toute façon, on me l'avait dit. Et mon ami m'a dit, moi, j'ai tellement cru que ça m'a détruit la première fois. Donc, ne te mets pas en tête que ça fonctionne. Dis-toi que ça va pas fonctionner. Enfin, vraiment. Et moi, j'ai beaucoup avec mon psy, du coup, quand ma pote m'a dit ça, j'ai beaucoup bossé sur cette pensée-là. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très important. Enfin, mettez-vous ça en tête, ça va vous préserver à mort. Parce que du coup, je fais ma prise de sang et je suis pas enceinte. Ça n'a pas fonctionné. Et je le prends très bien. Vraiment, je suis au travail. Il est 11h30, on doit aller manger avec les jeunes. Et j'ouvre ma prise de sang, je vois le taux à 2,30. Alors que normalement, c'est minimum 5. Donc c'est que, Donc, je suis sûre que c'est ça mort. n'a pas pris. Et vraiment, je le lis. Ma collègue est à côté de moi. Je lui dis, je suis pas enceinte. Bon, allez, les jeunes, on va manger. Et je pars avec mes jeunes. Et ma collègue a dit, c'est même moi qui ai peut-être une réaction qui était même plus déçue que toi à ce moment-là. Mais moi, j'avais tellement travaillé sur ça que c'était OK. Genre, je savais, ça a peu de chance que ça fonctionne. C'est mon cas, c'est pas grave. Et donc, c'est tout. Donc, je dis, bah, ça n'a pas fonctionné. J'attends mes prochaines règles qui vont tomber 2-3 jours après. Et tu repars sur la troisième fois. Je repars sur la 3e fois. Et donc, pareil, même, vraiment, c'est pour ça que je dis que je vais être synthétique, parce que c'est vraiment la même chose. Premier jour des règles, j'appelle, etc. J'ai un follicule seul, donc on peut aller à l'insémination. Donc, pareil, le jour de l'insémination, il y a toujours ce trajet entre Pont de Bois, pas Pont de Bois, Bois Blanc, avec la bonbonne, le sécosse, je reviens à Bois Blanc, on prépare le sperme. Dès que c'est préparé, ça prend 1h30. Donc c'est un peu long d'attendre que ça soit prêt. Et donc bref, je repars avec mon petit tube cylindrique. Et puis je me fais inséminer du coup en janvier aussi. Et pour la 2e fois. Sauf que là, je sens que c'est compliqué pour moi si à ce moment-là, j'ai des soucis familiaux qui émergent, j'ai des soucis professionnels qui émergent, j'ai un épuisement professionnel qui émerge, et je sens que si là, ça prend pas, je vais pas bien le vivre. Sauf que moi, c'est hors de question que je le vive comme ça, en fait. C'était comment on dit, ma ligne de conduite, c'est que je fais un enfant, mais je le fais dans de bonnes vibes. Je le fais dans de bonnes ondes, et je le fais pas dans la souffrance. C'est pas comme ça qu'on fait un enfant. C'est pas comme ça l'histoire, en fait. Ça peut pas être ça l'histoire. Et je dis à tout le monde, si ça ne fonctionne pas, je fais une pause. Et je me ressens sur moi-même, parce que je sens que je suis pas là. Je suis partout et je suis pas là en même temps. Et ça doit pas se passer comme ça. Je peux pas continuer à faire ce parcours-là dans cette souffrance-là. C'est pas possible. Donc, j'attends la prise de sang, on fait la prise de sang, j'ouvre Les phases de sang. La prise de sang, les résultats, et je suis à 2,30 aussi. Et donc, ça n'a encore pas pris. Là, c'est la 4e fois. Non, là, c'est la 2e fois. Okay. 2e insémination ratée. Enfin, 2e insémination qui n'a pas fonctionné. Et 3e essai. Okay. 3e essai de processus, en tout cas.
J'en parle entre le premier essai d'insémination et le deuxième essai d'insémination. J'en parle à la gynéco en lui demandant mais pourquoi si chez moi tout est ouvert, pourquoi si j'ai un sperme de qualité, pourquoi si on a fait un bon suivi et qu'on a bien fait les choses, ça n'a pas pris. Parce que j'ai oublié un détail super important, c'est que le jour où la gynéco me dit c'est bon, on insémine, donc dans 2 jours, j'ai une dernière piqûre à faire qui est différente de celle que j'ai fait tous les jours, qui déclenchait en fait l'ovulation. En fait, donc c'est une autre piqûre, c'est un autre stylo avec une aiguille plus grosse, avec beaucoup plus de produits, et pareil que tu dois faire dans le ventre, etc. La même façon de faire. Et en gros, ça va déclencher ton ovulation. J'ai la maman d'une amie qui a été sage-femme en PMA qui m'expliquait qu'en gros, c'est ce qui déclenchait l'ovulation, qui permettait que quand j'allais me faire inséminer, vraiment, c'était une histoire de timing, en fait. C'était au contrôle d'un timing, c'est que l'ovitrel, le dernier stylo, permettait qu'au moment où je le faisais, quand il y aurait l'ovulation, c'est-à-dire que le cheminement de l'ovocyte qui partait, de l'ovule qui part des trompes, qui va rejoindre le sperme, tu sais, sur le chemin, ben ça sert à ça, en fait. Ça sert vraiment à faire un rendez-vous arrangé. Littéralement, le rendez-vous est arrangé, quoi. Donc j'en parle à la gynéco en disant, mais pourquoi si tout est ouvert, le sperme est de qualité, je fais l'ovitrel, donc ça permet la rencontre, pourquoi ça ne prend pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas prendre? Et elle me dit, on n'a pas la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est la nature. Elle dit, on aura beau contrôler un maximum de choses, comme vous dites, les hormones, le sperme, l'ovitrel, enfin voilà. Elle dit, on aura beau tout contrôler, si la nature ne veut pas, elle ne veut pas. Et donc moi, je me dis, comme là, ça prend pas la deuxième fois, je me dis, stop, je vais me recentrer sur moi-même. Et donc, du coup, de février à mai, j'ai fait une pause. Je vais voir la psy du sécos. J'en discute avec elle, j'explique un peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et voilà, que je veux travailler sur ça. J'en parle à mon médecin, qui me met en arrêt, du coup, pour que je puisse pouvoir bien travailler sur tout ça. Et en juin, je décide en mai, je reprends le travail et je me dis, ok, si ça reprend bien, juin, je relance le travail. Donc juin, tu relances? Juin 2025, je relance. Ouais. Et c'est chaotique. C'est chaotique parce qu'en fait, le cycle menstruel se passe bien. Donc, je continue mes piqûres. Sauf que ce mois-ci, je me retrouve à poser mes piqûres dans une friterie près de Bagatelle parce que je suis avec des copains, etc. Et ça tombe en plein dans mes piqûres et que je me dis c'est pas grave, je vais mener les deux ensemble. Sauf que en fait, on passe la journée à Bagatelle. Sauf que moi, c'est des choses qui doivent rester au frais. J'ai la chance d'avoir un copain qui connaît quelqu'un qui tient une friterie. Du coup, tu mets tes piqûres dans son frigo. Voilà, entre les fricadelles et les frites, il y a l'eau valide, quoi. Et je me retrouve à faire des choses un peu what the fuck. Donc je me dis, c'est marrant, ça fonctionne sur ce mois-ci. Ça serait rigolo, quoi. Et en fait, je fais les échographies, du coup, à la moitié de mon cycle. Et en fait, j'ai 2 follicules qui poussent en même temps. Mais qui sont pas assez gros, donc en fait on sait pas si ça va continuer ou pas, et en même temps on peut pas refaire d'écho à J+2 ou J+3 parce que ça tombe un samedi ou un dimanche, et que comme le follicule prend 2 mm par jour et qu'on estime que là on est à J12 et que si on calcule et en fait mardi, parce qu'il y avait samedi, dimanche et lundi qui était férié, et en fait, mardi, si on comptait, on arrivait à près de l'ovulation. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait tenter de faire une insémination à l'aveugle. Mais comme ces 2 follicules sont petits, mais à peu près de la même taille, c'est un risque. Et il ne faut pas prendre le risque. Et je ne veux pas prendre le risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Et finalement, je vais me retrouver à faire un truc assez étonnant. C'est que je vais devoir me stimuler et en même temps me faire des piqûres avec des seringues pour stopper.
Donc je me retrouve à faire un truc vraiment un peu insane, de me stimuler et d'arrêter la stimulation en même temps, dans l'espoir que en fait, il n'y en ait qu'un qui pousse et que ça stoppe le reste. Et ben fun fact, ça n'a pas du tout fonctionné. Le mardi, j'en avais 2 à 15 et donc c'était foutu. Et donc c'est tout. De toute façon, le cycle était what the fuck. Donc voilà, je m'étais dit, c'était drôle si c'était ça. L'histoire était rigolote si ça avait été le cas. Mais bon, c'est tout. Voilà, au moins, j'ai pas à refaire ces seringues qui m'ont fait mal comme pas possible. Et j'ai relancé du coup le mois d'après, en juillet. Et là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans une vibe différente. J'ai vu une doula. Je suis allée voir une ostéo qui était doula aussi, sous les conseils d'une amie. C'est quoi une doula? Une doula, c'est une personne qui va t'accompagner. Elle n'est pas sage-femme, elle n'est pas gynéco, elle n'est pas médecin. Elle va juste t'accompagner psychologiquement dans ta vie de femme, de mère, en fait. Elle va t'aider au niveau émotionnel, elle va t'aider au niveau psychologique. Dans tout ça, c'est mon médecin aussi qui m'avait dit ça pourrait correspondre à votre profil. Et j'ai une amie qui me dit mais moi je connais quelqu'un, elle est chouette, va la voir. Et donc je vais la voir au mois de juin. Et en fait, en discutant avec elle, je ne vais pas détailler toute la conversation, mais en gros, je lui explique que moi je suis très protocolaire dans mon parcours. C'est étape par étape, c'est comme ça que je me préserve, c'est comme ça que je me protège de tout ça, en fait. C'est comme ça que ma santé mentale, en tout cas, j'arrive à la tenir dans de bonnes conditions, parce que c'est une étape après. Je ne suis pas du tout en train d'imaginer le bébé dans mes bras, je ne suis pas du tout en train d'imaginer dans mon ventre. Là, je fais des piqûres, et l'étape d'après, c'est de voir si on a un follicule, et s'il y en a un, l'étape d'après, c'est d'aller jusqu'à l'insémination, et l'étape d'après, c'est la prise de sang, et patati patata. J'explique que je suis très dans ça, et que moi, ça m'aide. Et elle me dit, mais ok, vous savez vous protéger, mais vous savez, vous avez le droit de vous projeter. Et je dis, bah ouais, mais moi, me projeter, c'est trop dangereux. Il dit, bah non, vous savez vous protéger. Donc projetez-vous. De toute façon, vous savez ce qui peut vous attendre de négatif. Donc faites-le. Imaginez ce bébé dans votre ventre. Dites à votre cœur que vous avez la place, que c'est maintenant, que vous êtes prête. Dites-lui que c'est ok. Parce que là, vous êtes trop dans de la théorie, en fait. Dites à votre corps que c'est bon, même à votre cœur, c'est un lapsus, mais... Et donc, du coup, je sors de ce rendez-vous et j'imagine ce bébé dans mes bras. J'imagine ce bébé dans mon ventre. Je parle à mon corps. Je mets mes mains sur mon ventre. Je lui explique qu'on peut y aller, que c'est ok, que moi, je suis prête. Et je relance du coup, le 5e essai et le dernier en juillet. Mais dans cette vibe-là, en fait, en plus, je compte les mois et je me dis, ça fait un bébé d'avril, c'est rigolo comme moi et tout. Ça serait rigolo. Et puis, si c'est pas un bébé d'avril, c'est pas grave parce que les mois d'après, j'aime bien. Moi, j'avais peur d'avoir un bébé de décembre ou de janvier. Je voulais pas un bébé des fêtes. Et donc, du coup, là, je me dis, si ça prend là, ça sera pour avril. Et d'avril à octobre, moi, ça me va d'avoir un bébé dans cette période-là. Et donc, je pars vraiment très curieuse, très guérette, vraiment très peace. Vraiment, je redécouvre, je renais. C'est-à-dire que ouais, j'étais différente des autres fois, en fait. J'étais moins protocolaire, j'étais plus dans une peace, vraiment un peace and love, vraiment. De toute façon, je faisais tous mes rendez-vous avec l'écho. Pardon, pas l'écho, la gynéco. D'ailleurs, qui m'a fait tout le suivi. Il y a 4 gynécos au service PMA à Roubaix. Et et moi, j'ai eu les 4, en fait. Ça dépendait. T'en as pas une spécifiquement, en fait. Mais il y en a une. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas si c'est une conscience professionnelle ou juste elle m'aimait bien. Parce que je la voyais régulièrement. Elle s'efforçait à chaque fois qu'après chaque écho de contrôle, que l'écho d'après, ce soit avec elle forcément. Et donc, il n'y a rien qui se crée avec cette gynéco-là. Plus que les autres. Et vraiment, il y a moi, je parle de ce détail-là parce qu'il a été pour moi important. Il a joué pour moi dans la victoire, dans cette conception, parce que à chaque fois que j'avais un rendez-vous de contrôle avec elle au mois de juillet, qui était un cas d'école d'ailleurs, tout s'est bien passé, hormonalement, les piqûres, ça a été... j'avais toujours qu'un follicule qui a poussé tout le long, vraiment cas d'école. Enfin, quand on doit expliquer une insémination, c'est celle-là. Et
À chaque écho de contrôle, j'étais là, je suis curieuse de voir où ça en est. Et en fait, elle me disait, mais moi aussi, Madame Brunin, moi aussi. Elle était ultra contente de... Elle était dans la même joie, dans la même vibe que moi. Et ça m'a porté, je pense. Et elle m'annonce que ça y est, c'est bon. Le follicule est à 18,5 et qu'on insémine 2 jours après, quoi. Et donc, rebelote. Le vendredi, enfin, je fais tout le parcours. Et le vendredi, j'arrive pour l'insémination. Et pareil, je suis toujours dans cette vibe de ouais, tout trop bien, on verra bien, je suis curieuse. Et puis là, en fait, surtout, j'ai un don. Euh, le premier don que j'ai en décembre, il est de 9 millions de spermatozoïdes. Le deuxième don, en janvier, il est de 2 millions. Et là, j'ai un don. Mais en fait, je ne saurais jamais si c'est le même donneur aussi. Si ça, souvent, on me pose la question si à chaque don, j'ai eu le même donneur, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je repose la question en me disant, mais est-ce que j'ai le même donneur? J'ai toujours 2 questions quand je vais chercher les paillettes, c'est est-ce que j'ai le même donneur ou pas? Et est-ce que c'est un don anonyme ou pas? Parce que entre-temps, il y a le don. Le don n'est plus anonyme depuis quelques mois, années. Et donc, du coup, ils avaient encore du sperme anonyme et du don de sperme non anonyme. Et moi, je ne savais pas dans quelle loi je me plaçais parce que j'ai commencé mon parcours avant la loi et je suis inséminée après la loi. Et la seule info que je vais avoir là, c'est que c'est un don non anonyme. Tous les dons anonymes ont déjà été donnés. Donc, du coup, moi, j'ai forcément un don non anonyme. Et voilà. J'aurai d'autres infos à donner après. Et donc, du coup, le don que j'ai là au mois de juillet, il est de 17 millions. C'est énorme par rapport aux autres. C'est énorme. Et je me demande, et sur le coup, je me dis, mais c'est parce que c'est la 3e fois et que du coup, on me donne un don plus pour booster. Je pense pas. Je pense juste que là, ce don-là, il était comme ça, quoi. Et ma gynéco, du coup, m'insémine. Et elle est de bonne vibe. Elle dit, c'est un sacré don. Si ça fonctionne pas, je comprends pas. Mais on va y croire. Ça va le faire. Moi, j'y crois. Et puis, vous allez rester un peu les jambes en l'air. Elle dit, il y a... Je sais plus si elle me dit s'il y a des études qui existent ou s'il n'y a pas d'études qui... Je crois qu'elle me dit qu'il y a une étude qui existe et qui dit que laisser la patiente, en fait, les jambes un peu en l'air, parce que du coup, on est installé comme pour un rendez-vous gynécologique. Hein. Elle me dit, souvent, on dit de laisser une personne comme ça pendant 10 minutes, ça peut augmenter les chances. Elle dit, bon, on va faire 2 minutes et puis on verra bien. Enfin, vous bougerez comme vous voulez, quoi. Donc, elle m'insère le don. Et puis, vraiment, elle est de bonne veille en me disant, ça va fonctionner. En tout cas, là ça va le faire. Je le sens bien. Enfin, c'est pas les mots exacts, mais en tout cas, elle est dans une vibe comme ça où on discute, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je me concentre. Je pense à ma doula et je parle à mon ventre. Et j'imagine la rencontre du sperme avec l'ovule en disant, on se dit pas que bonjour, on fait pas que se croiser, les gars. On rentre en interaction littéralement. Un seul. J'en ai pas besoin de 17 millions. J'en ai besoin que d'un. Et je vous jure, vous êtes sympas tous les deux. Donc, franchement, rencontrez-vous en profondeur, les gars, quoi. Et la gynéco fait un truc que les autres n'ont pas fait quand j'étais inséminée. C'est qu'en fait, elle me fait une ordonnance pour faire mon test de grossesse. Et elle stipule, et d'ailleurs, je l'ai gardé exprès, parce que du coup, sur tout mon parcours, j'ai fait un livret pour le bébé. Enfin, pour le bébé, pour quand il sera plus grand, pour son histoire, où je note tous mes rendez-vous, tout ce qui s'est passé. Et j'ai gardé 2-3 papiers, dont ce papier-là, qui est très symbolique pour moi, c'est-à-dire qu'elle a marqué test de grossesse, et d'habitude, il donne que ça. Et moi, elle a marqué test de grossesse, et si positif, dans 48 heures, refaire une prise de sang, ainsi que faire 2 fois 48 heures la prise de sang si positif. Et c'est bête, mais elle a écrit que c'était positif. Pour moi, elle a écrit une intention. Elle a manifesté quelque chose en faisant ça. C'est mes pensées, c'est mes croyances, etc. Mais ça, on ne l'avait pas fait avant. Et le fait qu'elle le pense positif, je pense que ça a joué dans les vibes, dans les énergies. Et pareil, elle m'a fait un autre papier pour la progestérone que j'étais obligée de prendre, etc. Après chaque insémination, on doit prendre ça. Et voilà, et je quitte le rendez-vous, je rentre chez moi, je remets mes jambes en l'air. D'ailleurs, je suis avec... c'est la marraine qui m'accompagne, qui n'est pas au courant à ce moment-là qu'elle sera marraine,
qui m'accompagne sur l'insémination et avec qui je passe la journée. Et je rentre chez moi, je me mets jambes en l'air pour rigoler, etc. Sans savoir que finalement, ça va fonctionner. Et 15 jours après, je fais ma prise de sang. Je suis sur Vimereux à ce moment-là. Et j'ai la prise de sang, je l'ouvre. Et c'était très rigolo parce qu'on allait faire une balade sur je crois que ça s'appelle le sentier de la Crèche. Alors ça, voilà, c'est l'anecdote, le timing qui fait les choses, quoi. Mais j'ouvre la prise de sang et là, je vois 295. Il n'est pas marqué 230. Il est marqué 295. Et là, je comprends que je suis enceinte. Donc je pleure, j'éclate en sanglots de joie. Et je ne suis pas toute seule à ce moment-là. Et je m'effondre sur la personne en disant mais ça a fonctionné, c'est bon, je suis enceinte. Et je vérifie une dizaine de fois que j'ai bien lu 295 et pas 230. Et à partir de là, je commence à faire 48 heures après une prise de sang qui augmente. Ça doit doubler en fait à chaque fois. Et du coup qui augmente à 700 et quelques. Et pareil, 48 heures après à 1500, etc. Et de là, s'enchaîne un processus qui est plus d'insémination, mais de grossesse. Voilà. Et donc, on arrive, du coup, le 11 juillet, le jour de l'insémination, donc, qui est le jour de la fécondation, à 3 ans, 3 mois et 3 essais pour tomber enceinte. Du coup, aujourd'hui, t'es encore enceinte. Là, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on est actuellement mi-décembre. Laurette est encore enceinte. Tu veux nous dire, c'est prévu pour quand l'accouchement? Tu veux pas le dire? Si, c'est prévu pour le 11 avril, si tout va bien. J'ai dit si tout va bien parce que les grossesses sont très uniques. Donc c'est ça peut être avant, ça peut être un peu après. C'est un bébé qui a une vulve. Donc voilà, je préfère... je suis pas très, très truc genré, etc. Donc je préfère dire que c'est un bébé avec une vulve. Donc là, je genrerai au féminin jusqu'à ce qu'elle me dise le contraire. Et donc du coup, c'est une petite fille qui est prévue pour le 11 avril. Alors c'est assez rigolo parce que je suis née le 18 avril. Et du coup, je vis un peu la grossesse de ma mère parce que ma mère m'a eu en juillet 91 et elle a accouché en avril 92. Et moi, je tombe enceinte en juillet 2025 et je vais accoucher, si tout va bien, en avril 2026. Donc on verra bien, peut-être qu'elle va naître avant, peut-être qu'elle va naître après terme. On verra bien si elle est pressée ou trop bien dans mon ventre. Tant qu'elle est en bonne santé, c'est le principal. La grossesse se passe bien. C'était un peu déroutant parce que avec la PMA, on a un suivi, surtout avec les inséminations, très renforcé, très régulier et tout le temps suivi. Quand j'ai fait mes prises de sang là pour savoir si j'étais enceinte, donc il y en a 3 à faire. Au bout de la 3e fois, ils te donnent rendez-vous une semaine après pour une écho de contrôle, à peu près une semaine après, à peu près, pour vérifier que l'insémination, forcément, a bien pris, mais en fait, ils vérifient si elle n'est pas extra-utérine. Parce que tu peux tomber enceinte. Ça peut arriver, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très dangereux, les grossesses extra-utérines, parce que du coup, tu es enceinte, mais si tu n'as pas d'écho de contrôle derrière, tu ne sais pas si c'est une grossesse intra- ou extra-utérine. Et l'extra est mortel. Enfin, elle peut être mortelle. Et donc, du coup, moi, j'ai une écho vraiment une semaine après qui indique bien que c'est une grossesse intra-utérine. Et normalement, je dois en faire une 11 jours après. Sauf que moi, je pars en Écosse la semaine d'après. Et comme la gynéco voit que ça se passe bien à l'écho, elle me dit on se reverra au retour de l'Écosse. En retour d'Écosse. Et donc, je retourne. Le sac gestationnel est bien là, la vésicule... parce que c'est ça qu'ils vérifient en fait. Ils vérifient le sac gestationnel, enfin déjà que c'est intra-utérine, qu'il y a bien un sac gestationnel, qu'il y a bien une vésicule et qu'il y a bien un embryon. Mais moi, la première écho, on ne voyait pas l'embryon parce que c'était encore trop tôt. C'est pour ça qu'ils attendent souvent 6 jours après pour l'apercevoir et que moi, du coup, j'ai presque attendu 1 mois après. Là, j'avais le sac gestationnel, la vésicule et j'avais déjà un petit... je sais pas si on dit un fœtus à ce moment-là, mais en tout cas, entre l'embryonnaire et le fœtus, j'avais un petit tétard qui était là. Et de ce fait-là, il y a l'écho T1 qui se fait assez rapidement. Et l'écho T1 qui se fait assez rapidement, du coup, après, que j'ai eu le 15 septembre. Donc, il y a vraiment eu des rendez-vous
pour le coup, entre le moment où j'étais inséminée, j'ai eu des rendez-vous en août, j'ai eu des rendez-vous en septembre. Et à partir de là, j'ai pas eu, à partir de mi-septembre, j'ai pas eu d'autres rendez-vous échographiques, tout au moins, avant décembre, avant ce mois-ci. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu, on est relâché dans la nature, mais parce que finalement, on n'est plus dans un parcours particulier, spécifique. On est comme tout le monde, on est sur une grossesse. En plus, qui se passe bien, donc on est ordinaire. Du coup, moi, j'ai une grossesse ordinaire, pour le coup, en tout cas en termes physiologiques, avec un fœtus qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème apparent, en tout cas, qui ne se voit pas à l'écho, tout au moins. Et donc, du coup, je suis relâchée dans la jungle avec tout le monde. Et du coup, c'était très, très, très déroutant pour moi. Parce que forcément, entre le... Moi, j'ai eu des nausées tout le premier mois. J'ai été mise sous médicaments parce que je ne pouvais pas travailler dans l'état dans lequel j'étais avec les nausées. Et je voulais travailler. Donc, j'ai eu des médicaments qui ont stoppé les nausées. Et en fait, à la fin de mon premier trimestre, donc aux 3 mois, mes nausées sont parties. Et en fait, il y a un laps de temps entre la fin de ton premier trimestre, où moi, les nausées sont parties, et le moment où l'enfant, enfin le bébé, enfin le fœtus va commencer à bouger dans ton ventre, où il n'y a rien comme symptôme. Et donc moi, ça a été très déroutant, parce que moi, je ne savais pas si le fœtus vivait, si le fœtus avait des problèmes. Il fallait absolument que j'attende un rendez-vous médical pour ça, quoi. Et parce que j'ai vu mon médecin, parce que j'ai vu une sage-femme, j'ai pu entendre le cœur du bébé qui me rassurait. Mais c'est vrai qu'il y a tout un laps de temps où, en tout cas, là je suis enceinte de 5 mois, mais c'est vrai que le fœtus bouge depuis à peu près les 4 mois de grossesse. Et elle bouge très bien. Enfin, elle bouge. C'est une gigoteuse, comme sa mère. Et, mais il y a tout un mois où j'ai été dans un questionnement, pas une angoisse, mais enfin c'était pas une angoisse, mais vraiment quelque chose de très. J'ai aucune info en fait. Je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre, mais je sais même pas si ça vit ou pas. Donc puis j'ai rien qui me donne des signes. Quand j'avais la nausée, au moins je savais qu'il se passait un truc, quoi. Donc ouais, c'était assez déroutant quand on fait un parcours PMA, qu'on est suivi, ultra suivi, et que d'un seul coup on est remis dans un circuit ordinaire. On est vraiment. Enfin moi ça m'a beaucoup dérouté en fait. Par rapport à toute ton histoire, du coup, on a pu entendre qu'il s'était passé beaucoup de choses, entre voilà, beaucoup de rendez-vous sur le tome 1, comme tu as pu dire, puis totalement l'attente, puis tu ouvres le tome 2 avec pas mal toutes tes injections, des oui, des non, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus grand défi? C'est quoi le plus grand défi de ce parcours, la chose qui t'a un peu le plus mis en difficulté? C'est les inséminations, c'est les piqûres en fait. À un moment donné, j'arrivais à faire un podium des choses les plus désagréables dans le processus d'insémination. Le pire, je crois que c'est l'échographie. Parce qu'en fait, à force, moi j'avais des bleus sur le ventre à force de faire des piqûres sur mon ventre. Et surtout que du coup, j'étais piquée 2 à 3 fois par mois en prise de sang. Et en fait, alors pour le coup, je me suis bien entendue avec les femmes du laboratoire où je faisais mes prises de sang. Mais comment dire, plus le temps passait, plus les prises de sang me faisaient super mal en fait. Mais vraiment, j'en faisais la grimace, alors que bon, je suis tatouée quasiment un peu partout sur mon corps, donc les aiguilles, j'en ai pas peur. Mais j'avais mal, plus le temps passait, plus en fait ma peau a été là, mais j'en peux plus. Enfin, j'ai vraiment cette sensation de mon corps qui me disait stop. Enfin, tu nous injectes trop de choses dans le corps là, ça va plus. Puis il y a les hormones, moi j'étais pas devenue exécrable, mais j'avais ma collègue avec qui j'en avais parlé, avec qui j'avais beaucoup confiance, et je lui disais si jamais je dépasse les bornes, il faut que tu me le dises, parce que moi je vais peut-être pas le capter. Et 2-3 fois où je parlais mal, alors que j'ai pas ce tempérament là de base, mais c'était les hormones qui me faisaient réagir comme ça, quoi. Et ouais, le plus dur pour moi, c'était vraiment les piqûres, parce qu'à force, c'est ça que j'ai tout à l'heure, le courage, il est là. En fait, à la fin, ça devient douloureux. Les piqûres dans le ventre, c'était pas douloureux, mais plus j'avançais dans le cycle, plus elles étaient douloureuses, alors que normalement, elles sont pas censées le faire. Mon corps était fatigué, je pense, à un moment donné. Et surtout qu'en plus, comme je fais de l'eczéma, j'en ai beaucoup, du coup, dans le pli du coude.
Et donc, du coup, j'ai pas de grand espace pour être piquée. Et donc, du coup, elle piquait tout le temps au même endroit, mais elle n'y pouvait rien. Et il y avait une belle veine et que c'était là qu'il fallait piquer, quoi. J'en pouvais plus. C'était vraiment le plus dur pour moi. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit, ouais, plus de piqûres, quoi. C'était la fin de ça aussi, quoi. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont en hésitation? S'il y avait des femmes comme toi ou alors des couples qui sont en hésitation sur faire une PMA, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'aime bien tes questions parce que quand tu les as citées, j'ai pensé à 2-3 exemples, surtout sur la deuxième. Pour les personnes, moi j'ai une amie qui a aussi lancé une PMA solo. Et déjà là, au centre PMA, on lui a dit c'est minimum 2 ans d'attente. Moi j'ai eu 3 ans parce que j'ai fait une pause, parce que ça n'a pas fonctionné tout de suite, etc. Mais eux, en moyenne, ils disent 2 ans d'attente. Et ils disent si vous ne pouvez pas attendre 2 ans, ce qui est normal, enfin moi je comprends tout à fait, allez en Belgique. Et moi c'est ça, si ton désir il est aussi viscéral que moi, mais que tu te sens capable. Moi j'ai beaucoup de patience, donc c'est pour ça que je sais que c'est pour ça que je l'ai fait aussi en France, pour l'aspect financier certes, mais parce que je savais que j'étais capable de patienter. Mais si toi t'es pas capable, va en Belgique, déjà c'est à côté de chez nous, c'est moins cher que l'Espagne déjà, d'aller là-bas. Mais et si tu le fais en France, moi je te conseille de faire un suivi psy en plus. Certes, ça te demande un aspect financier supplémentaire, mais je pense que ça vaut le coup pour l'enfant qui va arriver. Enfin, moi je trouve que ça m'a fait grandir. Moi je trouve que voir un psychologue, ça te fait grandir. Et là, pour le coup, moi, en tout cas, je sens que je suis une mère. Je vais être une mère meilleure que ce que je voulais déjà de base. Parce que moi, j'ai pris ça comme quelque chose de travailler sur moi, sur ce qui je suis, de pas mettre mes traumas sur mon enfant, comme on dit qu'on vit les traumas de nos parents, etc., etc. En tout cas, j'essaie vraiment de travailler sur ma parentalité, parce que je trouve que c'est l'occasion pour. Et notre enfant le mérite, et le méritera forcément. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma grossesse. Les 3 ans, 3 mois et 3 essais, ils sont plus doux aujourd'hui. Laurette, merci beaucoup d'être venue sur Simple pour raconter ton histoire, tout ce long parcours PMA. Un grand merci. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à en parler à vos amis, à vos proches et à en parler à des personnes peut-être qui se posent les questions sur la PMA. Pas hésiter à partager cet épisode parce que voilà, il débunk pas mal de choses et explique vraiment le parcours de la PMA, qu'est-ce que c'est la PMA en France. Et écoutez, si vous souhaitez venir, toujours le petit rappel, si vous souhaitez venir pour raconter votre histoire extraordinaire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à Simple Podcast, ou bien par mail à simplepodcast.contact@gmail.com. En attendant, je vous souhaite des beaux moments, des bonnes soirées, des bonnes nuits peut-être, que des belles choses. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode sur Simple. Allez, à bientôt. Ciao.